73 624 $, c'est le prix que BTC a atteint hier avant de retracer proche des 72 400 $. On était littéralement à moins de 300 $ de la TH. On se rapproche fortement de ce niveau clé que tout le monde attend. Est-ce que nous sommes enfin partis en bull market? Est-ce qu'on va enfin avoir droit au bonheur? C'est clairement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle revue de presse. Et comme toujours, on commencera avec un point sur les actualités du jour. On fera un tour également sur le sentiment du marché. On regardera ce qu'il se passe du côté de la macroéconomie. Et on terminera tranquillement avec les graphiques, notamment avec BTC. On va voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Également, il y aura une dizaine d'altcoins que je te présente qui sont encore toujours intéressants. Bien entendu, c'est toi qui vas faire tes propres décisions. Mes vidéos ne sont jamais des conseils en investissement. Garde-le bien en tête. Et surtout, avant de commencer, vous êtes toujours 80% à regarder les vidéos, à ne pas vous abonner. Alors, s'il vous plaît, donnez de la force. Aidez-nous à développer cette chaîne. Surtout si le contenu te plaît. Alors, mets un like, abonne-toi et c'est parti. Première actu, on a donc Coinbase qui devient le sponsor officiel de l'équipe de NBA des Warriors. Donc ça, c'est l'équipe de basket de San Francisco. Donc cela est très positif. La NBA, c'est un sport qui est vraiment beaucoup regardé, surtout aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Donc cela va étendre le marketing sur Coinbase. Et lorsque BTC sera sur des plus hauts, que l'euphorie sera présente, je peux te dire que ce sponsoring va servir à ramener beaucoup de monde sur Coinbase. Également, nous avons Stripe qui est la plus grosse plateforme de processeurs de paiement qui vient d'acquérir la plateforme de stablecoin Bridge pour 1,1 milliard de dollars. Et donc clairement, c'est le plus gros achat d'une entreprise crypto jusqu'à ce jour. Et surtout, c'est hyper positif pour la suite. Ça veut dire clairement que Stripe veut sûrement commencer à accepter les paiements en stablecoin. Et ça pourrait vraiment permettre de démocratiser les cryptos. Forcément, si depuis Stripe, tu peux directement payer en USDC, en USDT ou que sais-je, en Bitcoin, en Ethereum, eh bien, je peux te dire que ça va vraiment faire la grosse différence. On pourrait accepter Bitcoin partout, on peut accepter les cryptos partout et ça, c'est clairement positif. Également, nous avons aussi une nouvelle qui nous dit que Microsoft serait en train de réfléchir avec son board. Il y aurait donc également un vote qui semblerait être le 10 décembre et cela permettrait à Microsoft de pouvoir acheter du Bitcoin et d'investir dans Bitcoin. Donc là, on aurait vraiment l'une des plus grosses boîtes au monde qui investirait dans Bitcoin. Après Tesla, ça serait vraiment super intéressant. Et donc là, clairement, c'est hyper bullish. En tout cas, si le board accepte d'investir en Bitcoin. On a aussi Vladimir Poutine qui a dit que les BRICS vont accepter les monnaies digitales pour l'investissement. Donc, est-ce qu'on pourrait voir des pays des BRICS accumuler du Bitcoin? Clairement, ça pourrait être super intéressant. On a déjà la Chine qui est le deuxième pays qui possède le plus de Bitcoin après les États-Unis. Donc, si on rentre vraiment dans ce genre de scénario, on pourrait clairement dire que la théorie des jeux autour du Bitcoin est vraiment en train de se mettre en place pour savoir quel pays accumulera le plus de Bitcoin. Et vraiment, ça voudrait dire que Bitcoin va remplir son rôle d'or digital. Et là, ça devient vraiment sérieux. Donc, très positif. J'ai hâte d'en savoir plus là-dessus. Dès que j'ai des nouvelles, dans tous les cas, je te tiens au courant. On a aussi la Banque Centrale Européenne qui estime que Bitcoin pourrait aller à 2 millions de dollars. Rien que ça. Donc, clairement, je pense qu'ils sont conscients de ce que peut être Bitcoin. Pour l'instant, ils ont très peur parce que forcément, ça va mettre en porte-défaut leur pouvoir à eux. Mais ils sont conscients que Bitcoin a vraiment un gros potentiel. Et clairement, écoute, si ça arrive à 10 millions de dollars, alors est-ce que ça sera parce que Bitcoin vaut 10 millions de dollars ou est-ce que ça sera parce que le dollar a été dévalué tellement que du coup, forcément, le prix de Bitcoin a augmenté? Ça, c'est une réponse qu'on aura dans le futur. Je pense que ça sera peut-être un peu des deux, forcément. Mais en tout cas, ça serait hyper positif pour nous et ça serait vraiment une grande victoire. Comme je te parlais de la théorie des jeux, justement sur Bitcoin avec peut-être les BRICS, les États-Unis, on a aussi le Royaume du Bhoutan qui eux possèdent 13 380 Bitcoins qui valent presque 1 milliard de dollars. Et ce qui est dingue avec eux, c'est qu'ils ont vraiment récupéré tout ça grâce au minage. Donc c'est hyper positif. Là, récemment, on a vu qu'ils ont envoyé 66 millions de dollars sur Binance. Est-ce qu'ils vont les vendre? Est-ce qu'ils vont pas les vendre? Ça, c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, on peut voir que on a de plus en plus de gouvernements qui s'intéressent beaucoup à Bitcoin. Après le Salvador, on a le Bhoutan. Est-ce qu'on n'aurait pas l'Argentine aussi qui rentrerait en jeu? On a vu qu'il y a eu des rapprochements entre Milei et Bukele. Clairement, on est en train petit à petit de rentrer dans cette théorie des jeux qui est que les pays du monde entier vont vraiment se battre pour accumuler le plus de Bitcoin car ça va devenir l'un des assets les plus importants et les plus rares, les plus durs en termes de antifragile. Donc, ultra positif également. Récemment, on a vu Elon Musk se rapprocher de Donald Trump, notamment lors de cette campagne présidentielle. Et il me semble que c'était lors d'un meeting qu'il a dit qu'il pense clairement que la crypto, par sa nature première, aide directement les individus à avoir plus de liberté. Clairement, on ne peut pas faire mieux au final parce que Bitcoin, c'est quoi? C'est une monnaie qui est décentralisée, qui est hors du contrôle des gouvernements. Et ça permettrait donc de se protéger de ces derniers qui procèdent bien trop souvent à de l'impression monétaire à outrance.
ce qui dévalue la monnaie et qui appauvrit les peuples. Donc clairement, la crypto, avec notamment Bitcoin en premier, permet de se protéger et de gagner en liberté individuelle. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec Elon Musk. Et je pense que c'est un fervent défenseur des cryptos depuis déjà quelques temps et il a prouvé à maintes reprises. Également en Floride, on est en train de parler pour mettre en place une réserve stratégique en Bitcoin, car ils disent clairement que Bitcoin c'est du digital gold, donc de l'or digital, et ben, ça fait tellement sens avec ce qu'on pense ici. Donc clairement rien à dire de plus, hein. On est en train, comme je te disais juste avant, de rentrer dans cette théorie des jeux, dans le fait que l'hyper-bitcoinisation est en train d'arriver petit à petit, et je pense qu'au fur et à mesure du temps elle va s'accélérer. Donc à voir qu'est-ce qu'il en sera dans les prochains mois, mais il va falloir vraiment prendre ça en compte, surtout dans ses décisions d'investissement. Également, nous avons le gestionnaire de fonds Paul Tudor Jones qui a clairement annoncé à la télévision que toutes les routes mènent à l'inflation, qu'il était long sur le gold, long sur Bitcoin, long sur les commodities, long sur le Nasdaq. C'est qu'en fait, on est en train d'injecter de la liquidité et que forcément, injecter de la liquidité, ça mène à l'inflation. Donc, il vaut mieux alors se positionner sur des actifs à risque. Ce gars-là le sait très bien. Et comme nous dit Yano, la dernière fois que cette personne a été assez bullish, eh bien, on a eu un Bitcoin qui a fait x7 en 18 mois. Est-ce que cet homme aura raison encore une fois? En tout cas, on lui souhaite, mais c'est très positif pour la suite encore une fois. Également, on a Van Eyck qui nous annonce que 6 des nouveaux membres des BRICS, que ce soit les Émirats Arabes Unis, l'Argentine et l'Éthiopie, sont en train de miner du Bitcoin avec les ressources du gouvernement. Et il nous précise également que la Russie, avec son fonds souverain, investirait donc dans le minage de Bitcoin à travers ces pays des BRICS, dans le but de pouvoir installer des échanges en Bitcoin dans le futur. Clairement, si on a les BRICS qui sont en train de se pencher sur Bitcoin et sur les cryptos, donc là, ça va devenir encore plus bullish. Moi qui pensais qu'on aurait peut-être cette guerre entre pays, pas forcément pour ce cycle, mais pour le prochain, est-ce qu'on pourrait pas avoir un début sur ce cycle-là et le prochain sera vraiment hardcore entre les pays. En fait, le dernier pays qui achètera du Bitcoin, ce sera le pays le plus proche du monde, clairement. Et la France a l'air d'être bien positionnée là-dessus. Également, en termes de narrative, on peut voir qu'on a 44,2% qui se partagent entre l'IA et les mêmes coins. Donc clairement, aujourd'hui, ne pas être exposé à l'IA et aux mêmes coins, ça semble être vraiment une bêtise, car c'est carrément le combo gagnant de ce bull run. Et récemment, j'en ai parlé notamment dans ma dernière vidéo sur justement les mêmes coins, le top 10 mêmes coins. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Et on a une nouvelle narrative qui est en train de se mettre, c'est la fusion justement de l'IA et des mêmes coins avec l'une des premières IA qui a été créée par un agent autonome, donc par de l'IA. Et je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus. Également, si on compare un petit peu les dernières vagues avec la vague d'aujourd'hui et de l'IA, on pourrait être vraiment qu'au tout début. Comme tu peux voir, il n'y a même pas 2% du total market cap qui est dans l'IA. Et si l'on compare à la défi en 2020, avant l'explosion en 2021, on peut voir qu'on était à peu près au même niveau. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir l'IA qui surperforme, qui passe dans les 4, 5, 6%? C'est un peu ce qu'on verra lors des prochains mois. Personnellement, je pense que c'est possible. On a vraiment un narratif qui est plutôt délaissé, surtout sur la crypto. Au niveau des investissements traditionnels, l'IA commence à bien performer. Il semblerait qu'on soit peut-être dans une bulle, on en parlera aussi à la fin. Mais concernant la crypto, on peut voir qu'à part une bonne performance de certains tokens, on a encore de la marge, surtout si on a un bull run qui est devant nous. Petit rappel aussi sur Pump Fund, tout ce qui est meme coin, ok? Parce que oui, je te dis que investir dans les memecoins, ça peut être l'une des solutions pour exploser ce bull run. Je le pense sincèrement. Mais il faut faire attention tout de même parce que regarde, sur Pump Fund, il y a eu 248 400 tokens qui ont été lancés ce mois-ci. Seulement 3255 sont allés sur Redium, donc le DEX, pour pouvoir s'échanger encore plus haut. Et seulement 2 sont allés au-dessus de 5 millions de market cap. Donc clairement, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas clairement te faire avoir. Et du coup, c'est comme aller à la roulette, noir ou rouge, et au final, tu sais pas trop ce qui va se passer. Donc faites très bien attention à ça. Et d'ailleurs, si tu veux discuter à propos de ça, n'hésite pas à venir dans le Discord. Tu as le lien directement dans la description. Également, on peut voir qu'aujourd'hui, détenir de l'Ethereum, c'est vraiment assez pénible. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment en train de sous-performer tous les marchés avec de l'Ethereum, que ce soit BTC, que ce soit même le Nasdaq. Donc là, actuellement, sur la dernière année, on peut voir que BTC a fait plus 53%, le Nasdaq plus 21% et Ethereum seulement plus 11%. Donc clairement, il aurait mieux valu avoir du Bitcoin que de l'Ethereum jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça va être comme ça indéfiniment? Personnellement, je ne pense pas. Je pense vraiment que Ethereum a toujours des beaux jours devant lui. Maintenant, il faut clairement que le bull run se lance et qu'on ait beaucoup plus de liquidité qui rentre sur Ethereum. Donc, clairement, à voir ce qu'il en sera. Mais personnellement, je pense que plus on va être dans un sentiment dégueulasse sur Ethereum et plus on pourrait avoir tendance à repartir à la hausse. En tout cas, c'est le marché qui montre toujours ce genre de choses. Plus on va aller critiquer quelque chose, plus on va être contre. Et moins ça va se passer car c'est le marché qui décide ce qu'il en est. Car toujours sur Ethereum, au final, on pourrait se rapprocher vraiment d'un bottom. Il y en a Andy qui nous liste un petit peu toutes les problématiques qu'on a eu récemment. Par exemple, les Layer 2 qui parasitent le Layer 1, le Layer 1 qui ne peut pas vraiment être scalable, Vitalik qui n'est pas un bon leader. On connaît Vitalik.
On sait qu'il est assez spécial comme garçon. Ça n'empêche pas que ce soit un génie qui, dès haut de ses 18 ans à l'époque, a lancé Ethereum. Donc clairement, il ne faut pas remettre ça en jeu. Et c'est aussi grâce à lui que l'industrie crypto s'est développée aussi fort. Également, bah, du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de Layer 2? Bon, moi je pense que oui, mais maintenant on en a beaucoup trop. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un consensus sur un Layer 2 principal? Pour l'instant, on a beaucoup de concurrence. Ça va être un peu la guerre des Layer 2, j'ai envie de te dire. Également, l'Ultrasound Money n'est plus trop représenté. On avait commencé à avoir pas mal de déflation sur Ethereum au fur et à mesure du temps, l'année dernière surtout. Et maintenant, on peut voir qu'on a l'inflation qui revient sur Ethereum. Maintenant, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il nous faudrait beaucoup plus d'activité sur le Layer 1 pour peut-être avoir plus de destruction d'Ethereum et retourner sur un système déflationniste. On a également l'Ethereum Foundation qui vendent beaucoup d'Ethereum tous les mois. Alors ça doit peut-être aussi servir pour se financer. Maintenant, c'est aussi peut-être pour ça que Ethereum a du mal à partir. Mais s'ils ont enfin terminé de vendre, eh bien, on pourrait peut-être enfin pouvoir avoir droit au bonheur. Il nous parle aussi de la roadmap qui pourrait être vraiment assez dure à suivre. Effectivement, on a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Mais bon, on sait, il y a souvent du retard aussi sur Ethereum. Mais on sait que c'est un projet qui est en développement constant. Et clairement, quand on voit le projet qu'il est, d'où il part, eh bien, il faut être patient avec ce genre de projet. Maintenant, on reste la deuxième crypto la plus capitalisée du marché, jusqu'à preuve du contraire. Également, beaucoup ne savent pas trop vraiment comment évaluer Ethereum. Donc là, clairement, ben, ça va être le marché qui va pricer. Pour l'instant, ben, il le value un petit peu comme il est aujourd'hui. Également, il y en a qui disent que le futur d'Ethereum, c'est Coinbase. Je ne pense pas. Je pense que le futur de Coinbase est sur Ethereum, mais pas l'inverse. Ethereum restera l'entité qu'il est. Maintenant, tout va dépendre aussi des chemins qu'il va prendre. Et beaucoup parlent forcément de Sol qui pourrait flip Ethereum. Et là, on pourrait quand même se rapprocher d'un petit peu le scénario que nous avions lors des derniers bull market. Ethereum qui va flipper Bitcoin. C'est marrant, on ne parle plus de ça actuellement. Donc ça pourrait être un énième narratif pour nous pousser à aller sur Sol et au final avoir un Ethereum qui va venir surperformer Solana, surtout qu'on est sur des niveaux assez bas sur Ethereum. Et franchement, ça ferait sens d'avoir un Ethereum qui surperforme aussi. Donc c'est vraiment dans ces cas-là où on a un sentiment au plus bas que peut-être il faut être Ethereum maxi et se positionner sur Ethereum. Maintenant, le futur nous dira ce qu'il en sera. En tout cas, nous allons directement vers les 100K sur BTC. Moi, personnellement, j'en suis persuadé. On le verra un petit peu sur le graphique juste après. On a les inflows sur les ETF qui réaccélèrent. On a les élections qui approchent. Je t'ai déjà montré plusieurs fois ce qu'il en était après les élections. On a la Chine qui est en train d'imprimer beaucoup d'argent. On a les banques centrales du monde entier qui sont en train de couper les taux d'intérêt. On est toujours après le halving. On a toujours un choc dans la supply de Bitcoin. Donc, quand les gens vont venir en masse, on va toujours avoir un problème de il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde, ce qui va faire exploser le prix comme un bouchon de champagne, j'ai envie de te dire. Et également les whales qui accumulent, ça depuis mars au final, je pense que ça accumule pas mal. Donc moi clairement je suis assez bullish sur cette fin d'année. Maintenant, on va voir ce qu'il en sera. Également le dernier signal de bottom, ça pourrait être au final ça, le fait que USDT a été food, qu'ils ont été justement investigués par le gouvernement américain, chose qui a été démentie d'ailleurs par Tether. Donc là, c'était le 25 octobre. Depuis, en fait, on est en train de monter assez fortement. Donc, ça aurait été peut-être leur dernier coup pour essayer de faire vendre les gens qui paniquent. Donc, clairement, plutôt positif. Moi, je ne vois que du positif actuellement pour BTC. Tant qu'on rentre pas dans un sentiment ultra euphorique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, au niveau des infos, on peut voir maintenant qu'on est vraiment sur une grosse hausse. La dernière fois que je t'ai fait une vidéo, c'était le 16 octobre. Donc, on va se positionner ici. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 16 octobre? Et bien, on a accumulé beaucoup de BTC dans ces ETF. On a eu encore une rentrée à plus de 473 millions. On a baissé un petit peu avec des entrées de seulement, entre guillemets, bien sûr, 200 millions, plutôt 300 millions. On a eu une petite sortie, mais vraiment dérisoire, 80 millions. Et puis on a continué à avoir des rentrées de 200 millions environ. 400 millions également. On a continué à monter à 475 millions. Et là, c'était hier, effectivement, qu'on a eu une entrée à 827 millions de dollars. Donc, c'est la plus grosse entrée depuis celle-ci qui était donc en juin 2024. Donc là, clairement, on est sur une tendance plutôt haussière sur les inflows des ETF. Comme tu peux voir, on fait des plus hauts, de plus en plus hauts à chaque fois. Et là, maintenant, il va falloir venir casser ici et casser les derniers plus hauts. Et là, on pourra dire ok, c'est reparti, on a beaucoup d'arrivées sur les ETF et je pense que ça va être vraiment hallucinant, surtout quand on va commencer à être en ATH et qu'on va commencer à monter encore plus et se rapprocher des 100 000 dollars. Au niveau du market cap des ETF, on peut voir qu'on est en ATH, on a enfin cassé ce support ici qui était vraiment problématique. Donc maintenant, j'ai envie de te dire que c'est parti, on va voir où est-ce que les ETF vont nous amener par la suite. Sur Ethereum, c'est vraiment à l'image de ce que je te disais juste avant. Tout le monde se fiche d'Ethereum, même les ETF, personne n'a investi sur les ETF. On a 7 milliards de market cap, on a dû prendre 1 milliard depuis pratiquement ici, avec les entrées que nous voyons ici. Donc là, moi, personnellement, je suis assez positif sur le fait que Ethereum va engendrer beaucoup d'infos, mais pour ça,
Il faut vraiment qu'on arrive dans cette phase parabolique du bull run. Et forcément, lorsque tout le monde parlera de crypto, et donc les gens qui veulent investir en Bitcoin mais qui ne savent pas comment faire, ils pourront toujours se tourner vers les ETF. Et c'est là qu'Ethereum pourrait engendrer pas mal d'inflows. Surtout si les gens se disent oh mince, le Bitcoin il a déjà beaucoup monté. Ah bah Ethereum peut-être qu'il n'a pas encore bien performé. Allez, je vais me positionner sur Ethereum. Et ça pourrait vraiment permettre de venir aller chercher plus haut. Au niveau du sentiment, comme tu peux le voir ici, on a 23 sur BTC, 2 sur Ethereum. Bon, Ethereum, c'est clairement dans la lignée de ce que je te dis jusqu'à là. Donc, on est toujours sur des niveaux très très bas. Hein. Si tu regardes bien, on est proche des niveaux de fin octobre de l'année dernière. Donc, on est vraiment dans le bon timing. Hein. On est dans le même timing que l'année dernière. Et si l'histoire se répète, eh bien, on pourrait avoir une grosse demande des gens avec beaucoup de recherches. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, moi, je trouve ça très positif et que en fait, le bonheur est devant nous. Également sur NFT et crypto, là c'est la même chose, on est vraiment sur des niveaux proches de fin octobre dernier, même début novembre. Donc là encore, rien n'est fait et le meilleur reste à venir. Pareil sur Memecoin Bullrun all saison, là on peut voir qu'on a bien corrigé en tout cas beaucoup sur Memecoin, même si on est toujours un petit peu haut. On a vu un petit bottom ici et là on commence à se réintéresser au Memecoin. Vraiment les Memecoins, ça me faisait mal de le dire au début, mais ça me semble être l'un des meilleurs narratifs de ce Bullrun. Donc à voir ce qu'il en sera par la suite. Même bullrun au final c'est un peu délaissé, on s'en fiche un petit peu. On n'est pas dans ces périodes vraiment d'euphorie totale où les gens vont venir vraiment en masse et c'est là que nous on veut vendre. Donc on verra ça dans les prochaines semaines et je te tiendrai au courant. Au niveau du Fear and Greed, on est en train de rentrer dans l'extrême grid. Donc bon, c'est normal, on se rapproche de la TH. Comme je vais te montrer juste après, je pense qu'on peut venir casser la TH, calmer un petit peu le marché, revenir redescendre. Ça ferait penser peut-être à une fausse cassure pour après repartir. Maintenant, en fait, le marché il peut monter largement dans l'euphorie et on l'a vu plusieurs fois, même si je te reprends sur l'année dernière. Ici, 3 novembre, quand on a commencé à péter, on est rapidement venu dans le grid monter à 70, on est monté à 65, 73, 74, avant de redescendre un petit peu avec l'arrivée, tu vois ici, des ETF BTC. On était redescendu à 50, on était vraiment un peu inquiet, j'ai envie de te dire. Et puis on est reparti comme en 40 pour vraiment rentrer là-dedans d'une extrême grid beaucoup plus conséquente, autour des 80, 84 d'euphorie. Et depuis, on a quand même beaucoup retracé. On est venu voir des niveaux de peur assez forts. Et aujourd'hui, forcément, on repart. On est euphorique, ok, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à monter. Pour l'instant, moi, j'ai envie de te dire que tout est positif. Les voyants sont au vert, en tout cas au niveau du sentiment, parce que forcément il n'y a pas qu'un seul paramètre qui rentre en jeu, il y en a plusieurs. Et pour l'instant, sur la globalité, moi je trouve que c'est assez positif. On peut voir aussi sur le ranking de Coinbase dans l'App Store, qui, ok, il est en train de monter. Il était plus de 500e, il est passé 395e dans l'espace des dernières 24 heures. Donc clairement, là on va avoir une grosse arrivée de personnes. Petit à petit, maintenant, tant que Coinbase n'est pas rank 10, 1 même, j'ai envie de te dire, on est plutôt tranquille et même c'est plutôt positif, on a le temps de vraiment monter. Donc clairement, au niveau du sentiment, on est toujours assez bon. On peut continuer à monter, pas de souci, mais comme je te dis, on peut très bien aussi venir corriger pour faire un peu peur et c'est aussi comme ça que le marché fonctionne. Au niveau des liquidations sur BTC, on peut voir qu'on est venu chercher ici les grosses liquidations dont je te parlais déjà lors des dernières revues de presse. On a encore quelques liquidités à venir chercher. Maintenant, comme je te dis, on vient de casser vraiment de belles zones de liquidité. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ralentisse un petit peu avant de venir casser la TH. Maintenant, ça peut être une question de jours, de semaines avant qu'on vienne casser la TH. Surtout que tous les gens qui ne vont pas croire à cette cassure d'ATH vont venir shorter. Et donc, du coup, il faudrait vraiment que les shorts s'accumulent au-dessus. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de milliards de dollars qui s'accumulent au-dessus. Une centaine de milliards, j'ai envie de te dire. Beaucoup moins en dessous, hein, si tu regardes bien. Il y a beaucoup moins de couleurs en dessous qu'au-dessus. Donc, clairement, pour moi, le prix, il aura plus tendance à partir vers le haut que vers le bas. Et après, quand on sera en découverte de prix, là, c'est parti, hein, le vrai jeu commence. Au niveau des funding rates, clairement, là, on n'a pas de surchauffe du marché. Tout le monde n'est pas encore en train de long comme des cons. Donc, ça, c'est plutôt positif. Comme je te disais, on regardera ça plus avec précision lorsque ça deviendra un peu plus coloré, proche du orange. Également, pour finir, du coup, sur le sentiment de ce marché, au niveau du RSI, on peut voir qu'on est dans une moyenne de RSI à 46, donc on n'est pas suracheté, on n'est pas dans une extrême euphorie sur les prix directement sur les altcoins. Donc en fait il y a de la marge, il y a clairement beaucoup de marge. Comme je te dis, moi j'attends vraiment de voir une grosse zone hyper achetée et là il faudra venir se poser des questions à mon sens. Allez, également dans une semaine pile nous avons les élections américaines, donc on va savoir enfin qui de Trump et de Kamala Harris vont être élus. Là on peut voir que nous avons des prédictions qui disent donc que Trump est à 62%, le potentiel gagnant face à Harris 38%. Lors de cette campagne nous avons eu un Trump qui est plutôt bullish
sur la crypto, qui a même lancé son projet DeFi, qui a plusieurs projets directement liés au NFT. Donc j'ai envie de te dire que Trump est carrément en train de devenir un OG de la crypto. Donc maintenant, à voir ce qu'il en sera réellement. Est-ce qu'il va tenir parole? Est-ce qu'il va créer une réserve stratégique pour les États-Unis en Bitcoin? S'il est élu, j'espère qu'en tout cas qu'il tiendra ses paroles. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et de voir ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, je pense clairement que peu importe qui gagne, le marché sera bullish sur l'année qui suit. En tout cas, c'est ce que nous montre l'historique des élections américaines jusqu'à aujourd'hui. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à aller regarder la dernière revue de presse que j'ai faite. Je l'ai montré directement et en fait, je le montre assez souvent. Si jamais, viens aussi directement sur Discord et je pourrai te montrer directement ce qu'il en est. Donc au niveau de la macroéconomie, on est clairement sur une semaine assez intéressante. Donc hier, on a eu les JOLT. Donc là, ça concerne plutôt tout ce qui est emploi aux États-Unis. On va voir ça juste après. On a le PIB en Europe, en Allemagne, en France, aux États-Unis qui devrait sortir du coup aujourd'hui. Ça, on en parlera certainement lors d'une prochaine revue de presse. On aura également les données sur l'inflation PCE jeudi. Également, on aura les décisions sur les taux d'intérêt au niveau du Japon, l'inflation en Europe. Donc ça, c'est plutôt intéressant à voir. On verra ça aussi lors d'une prochaine revue de presse. Et enfin, on aura le taux de chômage vendredi. Donc plutôt une grosse semaine, j'ai envie de te dire. Donc je te tiendrai au courant pour la suite de ce qui se passe. Au niveau des taux d'intérêt, nous aurons donc un nouveau FOMC le 7 novembre, donc le lendemain des élections. Et le marché s'attend à une baisse des taux de 0,5%. Et on passerait donc de 5% à 4,5% sur les taux d'intérêt. Ensuite, le prochain rendez-vous sera le 18 décembre. Et là, le marché s'attend à une baisse des taux de 0,25%. Et donc, on passera à 4,25%. Donc là, plus on se rapproche et plus ça me paraît sûr. J'aime bien voir au-dessus de 80% pour vraiment être sûr. Là, pour la semaine prochaine, nous sommes à 80, pratiquement 99%. Donc, à moins une dinguerie de la Fed, on devrait avoir une baisse des taux de 0,5%. Ce qui sera plutôt positif pour booster l'économie. Forcément, par la suite, on en reparlera directement lors des prochaines revues de presse pour les baisses des taux de janvier, de mars et de mai prochain, qui donc du coup pourraient voir encore une autre baisse de 0,5%. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que le marché a l'air de voir. Mais on pourrait du coup bien évoluer d'ici là. Allez, donc au niveau des JOLTS, donc là en premier on va regarder les job openings. Donc là clairement on s'attendait à 7,8 millions de jobs ouverts et clairement on en a eu seulement 7,443 millions. Donc on est toujours sur une baisse. Dernièrement, on était au-dessus des 7,8 millions. On peut voir ici sur ce graphique, on est en train de revenir sur des niveaux de avant le Covid. Donc, j'allais te dire, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On n'est pas encore dans des niveaux proches du Covid, proches de la récession de 2009. Mais on est vraiment sur une pente descendante, l'une des plus grosses pentes descendantes qu'on a pu voir depuis les 2 dernières décennies, clairement. Donc, cette baisse des taux qui devrait arriver sera vraiment importante, je pense, pour venir essayer de relancer un petit peu tout ça et de permettre qu'il y ait de nouveaux jobs qui soit ouvert. Mais bon, pour l'instant, moi j'ai envie de dire qu'on n'est pas non plus hyper alarmé. Certes, on a l'économie, on a le marché du travail qui se contracte, mais bon, à voir ce que la Fed va mettre en place aussi pour stabiliser tout ça, surtout qu'il faut aussi maintenir l'inflation. Car au final, si on compare aussi le taux des gens qui n'ont pas de travail avec le taux de nombre de nouveaux travails en circulation sur le marché, on peut voir qu'on est sur un ratio de 0,9%. On est sur des plus bas depuis le Covid également, et on n'est même pas sur des niveaux de 2008-2009. Donc clairement, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a le marché du travail qui se contracte, on n'est pas encore sur des niveaux où il y a beaucoup plus de personnes qui sont au chômage comparé au nombre de jobs qui sont ouverts. Comme tu le vois ici, ok, on est en train de monter, mais on n'est pas sur des niveaux ici où au final, au Covid, comme tu le sais, il y a eu beaucoup de personnes qui sont restées chez eux à cause du confinement, et donc ça a créé beaucoup de chômage. Et il n'y avait pas assez de jobs qui étaient ouverts. Donc clairement, ces données-là qui nous montrent qu'il y a un problème sur le chômage et sur le marché du travail. Pareil, en 2009, tu peux voir qu'on montait de manière exponentielle. On n'est pas encore à ce niveau-là. Donc tant qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, j'ai envie de te dire, ok, ça va. Maintenant, on peut aussi s'en rapprocher rapidement, comme tu peux voir. Souvent, ça part petit à petit et hop, ça explose tout droit. Maintenant, il faut suivre au jour le jour ce qu'il se passe. Au niveau des personnes qui abandonnent leur taf, qui démissionnent, clairement, on peut voir qu'il y en a de moins en moins depuis 2022. Il y a également moins de travail qui sont ouverts, il y a moins d'opportunités pour ces gens-là, et donc ils ont tendance à rester dans leur taf plutôt que d'aller chercher un autre taf qui serait peut-être mieux payé, plus intéressant, etc. Là, on peut voir que ça, c'est en train de décliner. Et donc, ça prouve que le marché du travail devient de moins en moins intéressant pour ces personnes-là, qui au final ne trouvent pas de travail plus intéressant et donc sont obligés de rester dans le leur. Donc, à voir aussi par rapport à ça. Au niveau du taux d'emploi, on peut voir qu'on est à 3,5%. On était à 3,4% juste avant. On peut voir que ça augmente un petit peu, même si on est toujours en dessous de la moyenne, comme nous indique
Macrodose à 3,8%. Et donc on peut voir que le marché de l'emploi à travers les nouvelles embauches est toujours en déclin, hein, sur vraiment un beau déclin depuis fin 2021-2022. Même s'il essaye de repartir un petit peu pour l'instant, c'est pas encore gagné, hein. Franchement, c'est pas encore gagné. Donc on n'est pas encore sur des niveaux à 2009-2010, mais on se rapproche sur des niveaux du Covid. Et ça, c'est pas hyper positif non plus. Donc clairement, au final, ce qu'on peut conclure, c'est qu'on a clairement une contraction au niveau du marché de l'emploi. Maintenant, avec la baisse des taux qui pourrait arriver la semaine prochaine, est-ce que ça pourrait aider à contenir un petit peu ça? C'est un peu ce que tout le monde se pose comme question, j'ai envie de te dire. Maintenant, on n'est pas sur des niveaux critiques actuellement, mais on commence à se rapprocher de ces niveaux-là petit à petit. Donc j'ai envie de te dire qu'en termes de récession possible dans un futur proche, à moins qu'il se passe une dinguerie vraiment que personne ne peut prédire, on est tranquille pour l'instant, bien entendu. Et comme je te disais, l'une des datas aussi les plus importantes, ça va être l'inflation. Et donc on peut voir que là, sur l'inflation CPI, donc l'indice des prix à la consommation, ça prend donc en compte les prix payés par les ménages pour les biens et services qu'ils achètent, dont l'alimentation, le logement, le transport, les soins de santé et tout autre bien et services tels que le loisir, l'habillement, les frais de scolarité, etc. Et on peut voir que là, grâce à cette politique hyper agressive de hausse des taux qu'a conduit la Fed, eh bien, on a une baisse de 5,5% en l'espace de 16 mois et on se retrouve sur des niveaux vraiment proches de 1970-1980 lorsque la Fed a dû combattre une grosse inflation. Donc on est peut-être en fait directement en train de voir la Fed réussir son soft landing, actuellement en tout cas, même si au final l'accord CPI, donc l'accord CPI qui va enlever un petit peu tout ce qui va être volatile tel que les aliments et l'énergie, elle est en train d'augmenter un petit peu à 3,3%, chose dont je te parlais lors de la dernière revue de presse. Donc pour l'instant au niveau de l'inflation, je vais te dire qu'on est un peu entre deux chaises. On a une inflation qui est contrôlée, mais on a potentiellement une inflation qui revient petit à petit. Donc, il va nous falloir un peu plus de recul, un peu plus de data pour savoir si est-ce qu'on a l'inflation qui repart ou si on est toujours sur une pente descendante par rapport à l'inflation, ce qui pourrait nous permettre d'avoir une plus grosse baisse des taux et également plus d'injection de liquidité dans le marché, car forcément l'inflation ne sera plus un problème à l'instant T, le problème sera de venir consolider un petit peu et renforcer le marché du travail. Après, on a aussi la super core inflation. Donc là, tu dois te dire, putain, il y a trop d'inflations différentes, je comprends plus rien. Comme je te disais, la core inflation CPI, au final, ça enlève l'énergie et les aliments. Mais là, la super core inflation, ça va exclure clairement l'énergie, les aliments et les loyers. Et là, on peut voir qu'on est sur du 4,3% et qu'on est en train de remonter un petit peu. On a vu une belle baisse. Mais pour l'instant, on est toujours sur une inflation qui est plutôt croissante. Donc, on a quand même des points positifs sur le côté de l'inflation, mais on a aussi des points négatifs. Donc, comme je te disais, on est toujours sur cet entre-deux chaises. Et moi, j'ai envie de voir plus de data au fur et à mesure du temps pour pouvoir justement juger. Est-ce qu'on va rentrer dans un moment où l'inflation va repartir et donc la Fed va devoir remonter les taux d'intérêt pour venir la contrôler, car sinon, ça va être de la merde. Si c'est le cas, ça pourrait justement mettre fin au bonheur qu'on attend tous avec ce bull run. Car comme tu peux le voir, on a aussi les prix de la nourriture aux US qui s'envolent depuis 2021, qui a fait plus 22,5%. Donc clairement, on n'est pas non plus sur une inflation qui est hyper contrôlée, sachant que la nourriture devient toujours de plus en plus chère. Donc clairement, on a un problème d'inflation. Est-ce que elle est contrôlée pour l'instant? J'ai pas l'impression à 100% qu'elle soit contrôlée. On a un problème avec le chômage. Pour l'instant, ça va, mais ça pourrait empirer, ça pourrait escalader aussi de manière exponentielle. Si c'est le cas, là, on sera dans la récession que tout le monde parle. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais comme je te dis, il y a des signaux qui ne trompent pas. Également au niveau des investisseurs dans le monde entier, donc surtout l'Asie et l'Europe, on peut voir qu'on est sur des plus hauts. Jamais depuis en tout cas les 10 dernières années, on a vu autant d'argent qui rentre sur les stocks US. On peut voir qu'on a eu une entrée en 2024 de plus de 140 milliards de dollars, ce qui est vraiment assez fort. Donc on peut voir que les gens du monde entier prennent conscience des problèmes inflationnaires et qu'ils savent que l'une des manières de se protéger de l'inflation, c'est d'investir sur les assets à risque, notamment les actions et les crypto-monnaies. Dans ces périodes-là, il y a aussi l'or qui est vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, l'or, si tu as regardé, il a fait des nouveaux plus hauts. Et donc, dans le monde entier, on peut voir que ça investit assez fortement sur les actions. Mais c'est aussi le cas aux US, où on peut voir que 48% des ménages possèdent des actions. Ce qui est clairement l'un des plus hauts depuis les années 2000 et la bulle .com, donc la bulle d'Internet. Donc clairement, on peut vraiment voir qu'on est en train de rentrer dans ce bull run. On a de plus en plus de gens qui investissent. On arrive sur des niveaux qu'on n'avait jamais eu depuis un certain temps. Et clairement, j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. Mais attention, car ça pourrait aussi être assez dangereux. Car forcément, plus il y aura de monde sur le marché, et plus le marché pourra aussi se retourner, comme tu peux le voir. La dernière fois qu'on est arrivé au 48%, c'était le top de 2000. Je ne pense pas qu'on soit sur le top actuellement. On pourrait encore venir monter. Mais plus on va monter,
et plus ça va être dangereux, j'ai envie de te dire. Également au niveau de la Chine, on peut voir que les banques centrales sont directement en train d'acheter des actions, que c'est en train de faire pump un petit peu le marché. Et comme nous dit Dan Tapiero, et comme je te répète aussi assez souvent, il n'y a rien de plus positif que la liquidité sur les marchés. Plus les banques centrales vont envoyer de la liquidité et plus cette liquidité va se déverser dans les marchés financiers. Et donc c'est pour ça que l'or est à des plus hauts et c'est aussi pour ça qu'on voit BTC qui se rapproche de son ATH. Maintenant, ce n'est que le début de ce cycle d'impression monétaire de la Chine. Ils sont en train de parler d'injecter 1,4 billion de dollars, donc 1400 milliards de dollars dans leur économie. Et le bull run pourrait clairement, en premier lieu, venir de la Chine. En tout cas, ce sont les datas que je vois et qui sont assez positives sur le côté liquidité. Aussi, la Chine continue à baisser leur taux d'intérêt. Certainement, ils vont continuer à baisser leur taux d'intérêt pour justement contrer cette déflation qu'ils ont actuellement et aussi pour relancer leur économie qui est vraiment en train de se contracter. À côté de ça, on peut voir que la balance sheet de la Fed, donc du coup les assets qui sont détenus par la Fed, a pas mal baissé depuis le top en 2021-2022 et depuis leur relance des taux d'intérêt et du quantitative tightening. D'ailleurs, ça a été l'une des plus grosses destructions de la balance de la Fed qu'on a vu depuis plus de 20 ans. Clairement, à chaque fois qu'on avait détruit un petit peu, au final, c'était assez dangereux et ils ont dû repartir. Là, on peut voir clairement qu'on a effacé jusqu'à mai 2020, mais il reste un petit peu tout ce qui a été envoyé directement à cause du Covid. Donc clairement, le moment où la Fed va commencer à renvoyer dans le marché, là aussi, ça va faire effet bouchon de champagne. Pour l'instant, c'est là de tenir, mais est-ce qu'on n'aurait pas aussi des problèmes, comme tu as pu le voir ici, SVB, donc c'était la faillite bancaire qu'on a eu l'année dernière en 2023, qui a causé du coup une hausse dans les assets de la Fed afin de pouvoir sauver ce secteur-là. Maintenant, à voir ce qui en sera par la suite. Clairement, on a le gars de la Fed Daily qui nous dit que les bank runs can now happen at accelerated paces. Donc clairement, ce que ça veut dire, c'est que si un bank run se produit, les clients d'une banque vont aller directement récupérer leurs dépôts de peur de ne jamais pouvoir les récupérer. Ce qui va du coup accélérer les retraits dans la banque, et puisque la banque en général possède seulement 10% de tous les dépôts qu'elle a, eh bien, se retrouve à faire faillite de par ce manque de liquidité et de solvabilité qu'elle a. C'est ce qui s'est passé du coup avec la SVB l'année dernière en 2023 et c'est ce qui a causé du coup la Fed à imprimer à gogo. Et comme tu peux voir ce gif magnifique que nous voyons, eh bien, c'est ce qui se passera par la suite. Si on a un bank run, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que Lehman Brothers qui a fait faillite en 2008. Est-ce qu'ils vont laisser faire faillite des banques? Tous, il y a beaucoup d'argent en jeu. Personnellement, je ne suis pas sûr. Car comme tu peux le voir, les pertes non réalisées du système bancaire actuel est 7 fois plus gros que 2008. 7 fois plus gros, je répète, 7 fois plus gros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que le jour où tout va s'effondrer, je pense que la crise de 2008 sera vraiment de la rigolade à côté. Je ne peux pas te dire ce qui va se passer, j'en en sais rien. C'est quelque chose qui est totalement inédit pour moi aussi. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, il va falloir réussir à être bien protégé. Maintenant, pour l'instant, il semblerait qu'on a un peu de temps, mais le jour où ça va tomber, il faudra vraiment être protégé. Avoir de l'or, avoir peut-être de l'argent, du bitcoin et avoir une partie aussi en monnaie fiat parce que pendant cette baisse, je pense que la monnaie fiat ne sera pas énormément dévaluée, même si, je mets ça entre parenthèses, parce que c'est possible qu'on ait une grosse inflation à ce moment-là. Donc voilà, on est quand même sur des niveaux assez risqués dans la globalité, même si on a l'air de pouvoir encore être safe pendant quelques mois, peut-être un peu plus d'une année. Car comme nous montre aussi le Peruvian Bull, on nous dit qu'on n'est pas en crise, pourtant les banques sont en train d'emprunter autant d'argent qu'ils ont emprunté en 2008, même un peu plus. Donc on n'est pas dans une crise, mais par contre en termes de problèmes bancaires avec la banque qui emprunte des sommes d'argent monumentales, on est sur le même niveau que nous avions eu en 2008 lors de la récession. Même le Covid à côté, c'était pratiquement 3 fois moins gros. Donc clairement, il va falloir quand même se poser des questions par rapport à tout ça. Combien de temps ça peut durer? Je pense qu'on peut avoir un bull run encore l'année qui suit. Maintenant, comme je te dis, il va falloir réussir à être assez prudent. Surtout quand on voit Nvidia qui est vraiment sur des niveaux stratosphériques. On est sur 11,7% du PIB pour la valeur d'Nvidia. Même lors de la bulle Internet en 2000, Cisco n'était qu'à 5,5% du PIB. On est certes dans une période qui est différente, mais en termes de verticalité, on est sur une verticalité quand même qui est assez grosse. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on se rapproche plus de la fin qu'on est du début. Donc, il va falloir être assez prudent par rapport à tout ça. Quoi qu'il en soit, le marché actuellement price une chance de récession à 35% dans les 12 prochains mois. Donc, pour l'instant, j'ai envie de te dire, ok, on rentre dans ce narratif de ok, soft landing jusqu'à qu'il y ait vraiment un problème et qu'on rentre enfin en récession. Comme tu peux le voir, ça corrobore un petit peu avec ce dont j'imagine, c'est que
Ok, on a une récession qui est devant nous. Ça, c'est évident, il faut se mettre à l'évidence. Mais pour l'instant, on pourrait encore avoir droit au bonheur pendant quelques mois. Par contre, comme je te dis, il va falloir vraiment réussir à se protéger. Si tu ne sais pas comment te protéger, viens directement dans notre Discord. Tu as le lien dans la description et on pourra en discuter. Allez, maintenant, on va faire un petit tour sur les graphiques. Et comme tu peux voir, on a un BTC qui est vraiment proche de son ATH. Il a touché ici, l'ATH est juste au-dessus. Clairement, on s'en rapproche fortement. Et donc, comme tu peux voir, là, on est en weekly. Et on a vraiment une belle cassure de cette trendline. On l'avait déjà une première fois ici, on est revenu la tester, on a essayé de clôturer en dessous, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et là, on est vraiment en train d'exposer ces niveaux. Comme je te parle à chaque fois, nous, ce qu'on veut, c'est faire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, on avait le plus bas ici aux alentours des 48 000 $. On a fait un plus bas de plus en plus haut autour des 52 000 $. Un plus haut de plus en plus haut autour des 60 000 $. Un plus bas de plus en plus haut autour des 58. Ainsi de suite. On a continué à casser les derniers plus hauts qui étaient ici, ici. Le plus bas qui est plus haut que le dernier plus bas. Et là, on continue, on monte, on fait un plus haut de plus en plus haut que celui-ci, un plus bas de plus en plus haut. Et là, on a clairement cassé ce niveau des 70 000 $ dont je te parlais lors des dernières vidéos. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on a aussi cassé ce niveau des 72 000 $ par la même occasion. Et donc, ça, c'est aussi positif. Et on a aussi cassé ce niveau des 72 800 $ hier lors de cette grosse hausse. Et maintenant, en fait, tout ce qui nous reste, c'est la TH. Il nous reste que la TH à venir casser. C'est le dernier plus haut à venir casser. Une fois qu'on viendra casser ce plus haut, il y a moyen qu'on puisse partir assez fortement. Donc comme tu peux le voir, si je descends en daily, ce que je te montrais, au final, ça s'est avéré être plutôt juste. Je te disais, hop, on monte, on redescend, on monte. On vient un petit peu galérer sur la tendance. On est monté un petit peu plus haut que ce que j'imaginais. On est redescendu. Maintenant, voilà. On est en train de monter, on va ralentir. Je vais refaire un petit tracé. Celui-là a très bien servi comme tu peux le voir. Si jamais tu peux aller voir dans les autres vidéos, tu peux voir qu'il y avait le tracé depuis un moment. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir directement? Et bien tout simplement, on pourrait avoir un Bitcoin qui vient au moins casser la TH. Au moins casser la TH pour dire, allez, c'est bon, j'ai fait mon plus haut. Maintenant, c'est parti. Le bull run va commencer, mais par la suite, j'aimerais bien voir un peu de peur sur le marché. Et du coup, moi je pense qu'on pourrait très bien revenir descendre aux alentours de 71 500. Ça ferait vraiment une zone assez pertinente parce que comme tu peux le voir, on est sur des niveaux de résistance qui sont devenus support. On pourrait venir s'appuyer tranquillement ici pour revenir ensuite chercher plus haut et même venir s'appuyer enfin sur la TH avant de venir chercher encore plus haut. Donc clairement, ça serait vraiment en adéquation avec ce qui va arriver dans le marché entre l'élection américaine et la baisse des taux. On pourrait avoir du coup le marché qui s'emballe un petit peu avant, qui vient casser la TH et l'élection américaine plus la baisse des taux. Ça ferait office de sell the news, ça ferait baisser un petit peu le marché, créer un petit peu de peur. Des gens diraient ah mince, c'était un fake out, donc du coup on vient pas vraiment breaker. Et enfin, avec un peu de peur sur le marché, on repart. Parce que comme tu peux le voir, là ok on est en euphorie, mais on était ici sur des niveaux assez neutres, alors qu'on était vraiment proche de la TH. Donc clairement moi c'est vraiment le scénario que j'imagine actuellement. Maintenant on va voir s'il va se produire. Pour l'instant ça me paraît assez cohérent. Une fois qu'on aura cassé ça, j'ai envie de te dire que il va falloir réfléchir où est-ce qu'on pourrait aller. Et là, moi, c'est là où l'extension de Fibonacci fait un peu sens. Comme tu peux le voir, on a ici les 0,27 aux alentours des 89 000 $. Donc, je pense que la prochaine target sera aux alentours des 90 000 sur laquelle on pourrait venir un peu chercher une résistance. Donc, à voir ce qu'il en sera par la suite. Je te tiens au courant, bien entendu. Également, j'avais un autre graphe que j'avais fait avec une tendance qui était un peu différente. On avait déjà cassé, on s'était rappuyé clairement. Et là, on est venu repartir à la hausse. On galère aussi face à la TH, on peut venir corriger un petit peu avant de le casser, avant de repartir. C'était le deuxième scénario que j'imaginais, qui s'est aussi assez bien produit. Donc je suis assez content de ces prédictions dernières. Bien sûr, potentiellement j'ai eu de la chance. S'il faut, j'aurais pas toujours juste. Et c'est normal, c'est le marché, c'est pas moi qui décide. Mais quand le marché suit le plan que tu décides, franchement, ça fait plaisir. Au niveau de Ethereum, eh bien, on peut voir qu'on est toujours sous ce Fibonacci. On est sur les 0,38, on est toujours dessous. Donc j'aimerais vraiment qu'on vienne récupérer un peu plus haut. Ok, on maintient ici. C'est quand même assez pertinent de le maintenir. Maintenant, il faut vraiment un Ethereum qui vienne chercher beaucoup plus haut, qui vienne casser ici, s'appuyer peut-être aussi ici, car ça fera office de support assez résistant. Et en fait, je vais venir chercher les derniers sommets qui sont ici et ici, et on va aussi se mesurer à la trendline, donc moyen qu'on vienne repousser un petit peu aux alentours des 3400, qu'on se rappuie un petit peu dessous, plus ou moins bas, avant de venir casser, pouvoir se rappuyer et continuer à monter pour aller chercher un potentiel ATH dans le futur proche. Donc si j'allonge la trendline, ça ferait quelque chose comme ça. Maintenant, comme tu sais, c'est toujours BTC qui dicte le rythme. Donc à voir ce qu'il en sera. Au niveau de Solana, on est en train de casser cette trendline. Donc là, c'est parfait. On a buté un petit peu comme j'imaginais. C'est pas passé aussi propre
que BTC, mais en tout cas là on pourrait voir quelque chose d'assez intéressant. Donc maintenant ce que j'aimerais voir, c'est avec BTC Cavalry, je vais venir se rappuyer ici tranquillement et puis venir casser les derniers sommets petit à petit. Peut-être venir chercher celui-là en premier, se rappuyer, venir chercher le dernier plus haut de mars, rappuyer également avant de repartir à la hausse. Sachant qu'on a un ATH qui est, il est où l'ATH? Il est ici aux alentours des 260 $. Ça ferait vraiment sens avec cette target de 0,27. Donc par la suite, on pourrait très bien venir monter à l'ATH, se rappuyer et repartir. Bon là, c'est pas mal de spéculation. On verra ce qui se passera, mais en tout cas, moi je suis assez bullish sur Solana. On peut voir que c'est un grand gagnant de ce cycle. Et donc, clairement, si BTC continue sa ride vers le haut, Solana devrait suivre également. Au niveau du Total 3, on peut voir que les altcoins, mine de rien, sont plutôt assez bullish. Parce que si on sort BTC et Ethereum, on peut voir qu'on a cassé cette tendance baissière. On est venu se rappuyer et là, on est en train de repartir tranquillement. Donc, clairement, ça repart à la hausse. On a tendance à avoir des narratifs de certains altcoins qui partent à la hausse, notamment l'IA, notamment les mêmes coins, peut-être l'ADPIN, l'RWA, mais en tout cas c'est plutôt positif pour le marché des altcoins. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont surperformer BTC et il faut faire bien attention à ça. Et même si on exclut du coup le top 10 des cryptos, on peut voir qu'on est un peu sur les mêmes patterns. On vient de casser, on vient de retester. Là, on a un support assez solide qui est en train de tenir. On essaye de le recasser, mais pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance, à se rappuyer dessus et pour repartir, pour l'instant, c'est un peu au point mort. Mais je suis assez confiant pour dire que au fur et à mesure où on avance, ça devrait se décanter. Allez, au niveau de certains altcoins intéressants, je te propose en premier de NIR. Il y a notamment Grayscale qui étudie de faire un trust ou qui ont fait un trust. J'ai plus l'information précise en tête. Je t'invite donc à aller venir la vérifier. Mais la dernière fois qu'on a eu un trust qui a été accepté sur Grayscale, on a eu SUI qui a fait une grosse performance à la hausse. Donc, si on a le même scénario, eh bien, je pense que NIR pourrait vraiment en profiter, surtout qu'on est vraiment sur une infrastructure qui cherche à faire de l'IA, donc est vraiment dans un narratif assez pertinent. On est proche de la Golden Pocket, on a cassé cette tendance baissière, on est en train de se rappuyer tranquillement dessus. Maintenant, moi ce que je veux voir, c'est venir casser cette grosse tendance qui date vraiment de très longtemps. Ce que j'aimerais voir dans un premier temps, c'est peut-être venir s'appuyer, se rappuyer ici, hop, et venir la casser, se rappuyer en dessous, avant de potentiellement partir plus haut. Donc, affaire à suivre par rapport à tout ça. Mais personnellement, je trouve que NIR pourrait être un très bon altcoin à investir dessus. Au niveau de Kaspa, on peut voir que lui, il est en train vraiment de pas mal casser cette tendance haussière qu'il avait. On est en train de se rapprocher de la Golden Pocket, donc ça c'est plutôt positif. On a touché une seule fois. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, ça serait plutôt de venir chercher quelque chose de assez plat, peut-être quelque chose comme ça, avant de vouloir repartir et de chercher des plus hauts. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire à surveiller. Kaspa, ça serait plus le rôle secondaire par rapport à Bitcoin. Bitcoin, c'est l'or digital. Kaspa, ça pourrait être de l'argent digital. Donc à voir ce qu'il en est réellement. En tout cas, le système de Proof of Work fonctionne plutôt bien. Il est assez apprécié par les mineurs. C'est un projet qui est plutôt intéressant. Je t'invite à faire tes recherches dessus. Au niveau d'APT, c'est d'ailleurs un token que j'ai call il n'y a pas si longtemps que ça aux membres du Modern Club. Donc on peut voir qu'il a fait une épaule tête-épaule, qu'il a retesté et que depuis, il est en train de faire des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc plutôt intéressant. On est sur une narrative un petit peu d'un Solana killer. Un peu comme SUI, j'ai envie de te dire. Donc il pourrait y avoir des choses assez intéressantes. On aurait un premier point ici aux alentours des 18 $. Si on part en ligne droite, il faudra quand même venir casser cette tendance pour venir chercher plus haut. Mais je trouve que le token est plutôt intéressant. Voilà pourquoi je t'en parle. On a également RSR sur le côté des RWA qui lui est en train de construire un stablecoin. Et là, on a clairement des plus hauts de plus en plus haut. On a aussi une épaule, épaule qui a été validée ici et donc qui est en train de retester. On a du coup cette résistance par ici qui fait office de support. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est venir chercher des plus hauts. Chercher un plus haut ici, chercher un plus haut ici, chercher un plus haut ici et venir faire de plus haut de plus en plus haut. Maintenant, là aussi, ça dépend forcément de BTC, mais en tout cas, on est sur une configuration qui est plutôt intéressante. On est proche de la Golden Pocket, donc à voir ce qu'il en sera. Au niveau de FET, bon, FET, il n'a pas vraiment validé cette épaule, tête épaule. En tout cas, il est encore en train de la retester, j'ai envie de te dire. Tant qu'il ne vient pas clôturer trop en dessous, même s'il est venu un petit peu chercher, il est en train d'essayer de la reprendre. Je viens de te dire que ça pourrait être positif. On est sur de l'IA, on est sur des agents autonomes, on est sur un gros écosystème autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même un narratif assez fort. Ça a été l'un des grands gagnants de ce premier round de ce bull market. On est dans la Golden Pocket. Donc clairement, on est sur un token qui est potentiellement intéressant à investir. En tout cas, c'est ces zones-là qu'on veut trouver pour investir. Au niveau de IMX, c'est pareil. On a cassé la tendance baissière. On est en train de retester petit à petit. Maintenant, on est encore en dessous de la Golden Pocket. Donc moi, j'aimerais bien voir une réentrée
venir casser ce sommet ici, ce sommet ici, dans un premier temps pour vraiment déclencher une traction haussière. Maintenant, on a un plus bas ici, un plus bas de plus en plus haut ici, potentiellement on fait un plus bas de plus en plus haut ici. Donc c'est plutôt positif. Là, on a fait un plus haut de plus en plus haut, un plus haut ici. Maintenant, il faudrait en faire un ici, tranquillement, et pour continuer à monter un escalier. Mais en tout cas, IMX, c'est l'un des leaders de l'infrastructure de gaming, donc affaire à suivre. Également, on a BIM, qui est aussi dans le narratif du gaming, qui a beaucoup ramassé, qui a beaucoup retracé, mais qui est un token qui est assez apprécié, j'ai l'impression. On est toujours en dessous de cette Golden Pocket. On est en train de voir qu'on a une petite relance haussière. Maintenant, rentrer en DCA, ça pourrait être une bonne chose. Maintenant, moi, comme tu sais, ma zone de préférée pour investir, ça reste quand même la Golden Pocket, surtout que là, on est en dessous des 0,786. Donc, ça reste peut-être un petit peu risqué. J'aimerais bien qu'on vienne récupérer, du coup, tu vois, cette résistance en support avant de peut-être confirmer une relance haussière. Mais c'est un token que si il repart bien, pourrait être très intéressant. Allez, au niveau de Echelon Prime, donc là on est sur un narratif plutôt axé gaming et agent autonome. Pour l'instant, on est toujours dans cette tendance baissière. On est aussi en dessous de la Golden Pocket. Donc pour l'instant, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour investir. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir plus de confirmation, notamment un token qui vient casser cette tendance baissière, qui vient se rappuyer dessus et qui vient la réintégrer la Golden Pocket, venir casser aussi les derniers plus hauts pour après continuer à monter tranquillement. Mais c'est un projet qui peut-être vaut le coup de se pencher dessus. Donc je te laisse faire tes propres recherches. Également on a Pendle, donc là on est plus sur le niveau DeFi, RWA, plutôt j'ai envie de te dire tokenisation des actifs directement sur la blockchain. Pas vraiment du RWA où on tokenise des actifs du monde réel, c'est plutôt des actifs tokenisés sur la blockchain. Bref, je te laisse faire tes propres recherches par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on a cassé la tendance baissière récemment. On a fait un pullback dessus. Et là, comme tu peux voir, on est en train de faire des plus hauts. Et clairement, avec un BTC qui repart, Pendle pourrait être un grand gagnant. En tout cas, il a été lors de cette première hausse du bull market. Et il semblerait vouloir repartir également. Donc, je te le conseille de suivre ce Pendle. Et bien sûr, c'est toi qui fais tes propres décisions. Le dernier token, c'est Merle. Donc, du coup, un layer 2 sur BTC. On peut voir qu'on a une grosse zone d'accumulation ici. On peut voir clairement que ça accumule. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est venir casser ici, venir se rappuyer pour venir repartir, casser également les plus hauts qu'il y a ici, mais c'est toujours un petit peu la même chose au final. On est sur un narratif des layers 2 sur Bitcoin qui peut prendre de l'ampleur, notamment la vie avec STX. Maintenant, à voir ce qu'il en sera sur les prochaines semaines. À toi de faire tes propres recherches pour investir de manière la plus intelligente. Si tu ne sais pas faire tes propres recherches, si tu ne sais pas trop quoi choisir, je t'invite toujours à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description. Et allez, c'est terminé pour cette revue de presse. J'espère qu'elle t'a plu. Elle a été peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais on a vu vraiment pas mal de choses assez importantes. Et donc, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Toujours, n'oublie pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit like, à laisser un commentaire, donner ton avis. Si tu as des tokens, tu veux qu'on regarde, mets-les directement dans les commentaires. Et également, abonne-toi pour nous soutenir. Ça aide beaucoup à nous développer. Je t'en suis énormément reconnaissant. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Zoris Kaneki. Bye bye.